Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'IT Live. Je suis ravie d'être en compagnie de Nicolas Freudiger, euh, fondateur de ID Genève. Alors, première question, peux-tu te présenter? Volontiers. Alors merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Je m'appelle Nicolas Freudiger, je suis le cofondateur d'ID Genève, une marque horlogère justement qui manufacture des montres mécaniques issues de l'économie circulaire. D'accord. Tu parles tout de suite d'économie circulaire, tu mets ça en avant, mais c'est pas quelque chose qu'on entend souvent quand on pense à des montres. Alors je dirais que une montre c'est quand même circulaire hein, dans le sens où voilà, ça passe, c'est un objet transgénérationnel. Maintenant, nous, on essaie vraiment d'aller plus loin, en tout cas dans la chaîne de production, euh, et à chaque étape de cette chaîne de production, vraiment repenser les processus d'une manière circulaire. Et ça, cette économie circulaire, cette idée de vouloir faire une montre autour de l'économie circulaire, ça vous est venu dès le début? Ça a été dur à mettre en place? Alors non, alors on a eu tellement d'idées. Je pense que ça, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Il faut se laisser guider justement au bout d'un moment. Justement être agile et puis un peu aussi s'adapter un peu à ce qui vient. Donc on a commencé ce projet, donc ça fait des années qu'on en parle avec un de mes cofondateurs qui est donc un de mes meilleurs amis aussi, qu'on on se connaît depuis 27 ans, donc ça fait vraiment quand même quelques années. Euh, et l'idée c'était vraiment donc voilà, on a toujours partagé sur l'horlogerie. Euh, et on s'est retrouvé justement ouais, en 2019 dans mon job corporate, une multinationale alors américaine dans les boissons, je te laisse deviner le nom. Donc j'étais dans le digital e-commerce et puis voilà, je cherchais un projet en tout cas avec un impact positif et plus proche de mes valeurs, on va dire. Donc j'ai décidé donc de démissionner et puis me lancer sur cette idée folle de créer une marque de montre, une nouvelle, encore une, dans le marché. En Euh, Suisse qui plus est. Exactement, en Suisse. Alors on m'a dit non, arrête, il y en a déjà trop, alors tu vas pas pouvoir te différencier suffisamment. Puis on a rencontré notre troisième cofondateur, Singal, qui est designer donc de l'école, qui a aussi 15 ans d'expérience dans l'horlogerie. Et puis lui, il nous a vraiment tout de suite dit, bah pour moi c'est l'impact. C'est l'impact justement au quotidien, c'est l'impact à travers mes valeurs, à travers des valeurs communes. Euh, et on s'est dit, ok, alors allons-y. Et là, j'ai pris vraiment justement, voilà, on est resté très humble au final. On s'est dit, mais voilà, comment est-ce qu'on va avoir cet impact? Euh, j'ai entendu parler d'économie circulaire et puis voilà, j'ai pris les devants et puis j'ai fait une certification justement d'économie circulaire donc de septembre à décembre 2019. Donc après vraiment justement avoir démissionné. Puis on a eu la chance justement à travers notre startup justement, bon, on s'est dit voilà, c'est quelque chose qui joue avec nos valeurs. Il y a 9 piliers d'économie circulaire, il y a voilà, que ce soit un design modulaire, que ce soit une équité sociale, vraiment tous les piliers nous ressemblaient en fait à nous-mêmes. Et on s'est dit bah voilà, en tant qu'entrepreneur, on a envie de concrétiser ça à travers cette marque de montre. Et on l'a fait, on a pu participer aussi à un incubateur. Et je vais m'arrêter là parce que justement sinon je vais répondre à toutes tes questions. Mais il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que du coup, comment on développe cette idée, enfin comment on la met en place en fait? Parce que l'économie circulaire, ça veut dire qu'on, en l'occurrence pour les montres, on en parlait, du coup c'était cette histoire de, cette idée de réutiliser l'acier en fait. Mais où est-ce qu'on retrouve en fait cet acier qu'on peut se procurer pour faire les montres en fait? Comment on se crée cette base de fournisseurs? Alors, moi je pense qu'il faut être curieux. Moi je suis quelqu'un de très très curieux et de résilient. Ça veut dire, je sais pas si ça se dit en français resilient, Si, mais si, oui. Oui. Alors, je pense que c'est très important. C'est vraiment la première année, nous on l'a passé vraiment à discuter de nos idées, discuter vraiment avec tout le monde. Et pour la petite anecdote justement sur l'acier inoxydable, j'ai eu une discussion une fois avec mon père qui nous a mis dans le recyclage aussi depuis plus de 27 ans lui. Et il me racontait qu'à l'époque à Genève, les premiers matériaux qu'on recyclait, au final, c'était les éviers de restaurateurs qui étaient sortis et posés dans la rue, qui étaient ramassés par des camions. Et puis ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais est-ce qu'il existe en Suisse une filière de recyclage d'acier inoxydable? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé discuter avec voilà, les manufactures, les déchetteries, on va dire, du coin, que ce soit à Lausanne, à Genève, dans le Jura. Puis j'ai vraiment essayé de comprendre
qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui se passe quand je jette une fourchette Ikea dans... je pense à Ikea quand je vois les verres Ikea. Les Mais, sponsors, non, pas du tout. mais donc voilà, qu'est-ce qui se passe au final? Vraiment quelque chose de très simple. Et vraiment en posant des questions, j'en arrive vraiment à la conclusion, quoi. En Suisse, on a perdu cette couche, justement, là. Les déchets en acier inoxydable sont reconditionnés, donc c'est-à-dire vraiment, ils sont conditionnés, puis envoyés à l'étranger pour être refondus. Donc, on avait des fonderies, notamment à Moudon, qui ont disparu. Puis nous, on s'est dit la question, bah, voilà, moi j'aimerais bien faire une montre en acier inoxydable. On s'est posé différentes questions, hein, quel type de matériaux, pourquoi, quels critères. On avait vraiment toute une liste. On s'est dit en bois, est-ce qu'on va faire des montres en bois? C'est durable ça, non? Oui, et puis c'est innovant. Alors au final, bah, c'est pas très durable. Au final, le bois, c'est une matière qui travaille beaucoup et puis c'est une matière organique. Donc c'est vraiment elle se détériore avec le temps. Donc pour nous, c'était vraiment voilà, trouver cette balance entre quelque chose qui est un objet intemporel, qu'une montre mécanique, euh, et justement, par contre, avec aussi voilà, ces propriétés justement recyclées et recyclables aussi. Donc. Et on est tombé vraiment sur l'acier inoxydable qui est pour nous une référence. C'était vraiment c'est inoxydable, donc ça veut dire vraiment vous le plongez dans l'eau, vous le cognez, il est polissable aussi. Donc on s'est dit bah, on va se concentrer là-dessus. Euh, Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à tirer ce trait du déchet à notre montre? Ça, c'était vraiment l'équation. On a pris vraiment quand même 1 an à trouver vraiment les partenaires pour mettre en place un réseau de collecte. On est tombé vraiment aussi voilà, sur des partenaires qui ont compris notre démarche tout de suite. Et on a pu vraiment mettre en place ce système donc, de récolte. Et aujourd'hui, concrètement, cet acier inoxydable recyclé, il l'est à 100%. C'est aussi une première dans l'industrie suisse. Et on est très fiers justement de le mettre en avant, justement qu'on innove. Alors qu'on innove, c'est vraiment qu'on met en avant et qu'on valorise ce travail du recyclage. Et donc ces 40 partenaires dans le Jura qui nous passent leur surplus de production, donc vraiment les copeaux, les déchets, alors il y a différents termes. Et ces déchets, c'est du 44-41. Alors, il faut imaginer ça que c'est la Rolls-Royce de l'acier inoxydable. Donc, qualitativement, un des piliers de l'économie circulaire, c'est quand on a quelque chose de déjà qualitatif qui a coûté beaucoup d'énergie à le produire, on va essayer de le maintenir en circulation. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec cet acier. Donc, on isole ces copeaux de 44-41 avec un flashage de ces copeaux-là. Et ensuite, ces copeaux ils sont donc stockés, isolés, et ensuite transportés dans une fonderie. Donc, on a une fonderie partenaire qui est justement à moins de 200 km, donc on a pris la plus proche, et on les refond. On arrive vraiment à avoir une pureté, donc c'est vraiment, on a les mêmes propriétés hein, qu'un acier neuf, mais on a justement voilà, le fait qu'on utilise 100% de matériaux recyclés, ça nous permet d'éliminer concrètement l'extraction des sols, qui est la partie la plus polluante au final en termes d'impact carbone de cet acier. On l'a certifié aussi par Quantis comme étant 10 fois plus faible en termes d'empreinte carbone qu'un acier standard de l'industrie. Mais au-delà du coup de l'impact environnemental, c'est vrai qu'on a souvent peur aussi, le public a souvent peur de voir des matériaux réutilisés, de se dire bah, en fait ça n'a plus la même qualité, c'est peut-être pas aussi bien que du neuf. On voit que sur le marché vous êtes les seuls à le faire. Pourquoi? Je pense que comme tu as relevé très bien, il y a cette peur en fait, du matériau recyclé, du terme déchet. Voilà, après, quand on regarde vraiment d'une façon économique ce terme-là, moi je pense qu'il va évoluer. Même dans 50, 100 ans, je pense qu'on ne parlera plus du terme déchet. Moi je pense qu'on parlera de transformation plutôt. Vraiment, ça c'est le terme pour moi qui est important aujourd'hui. On est un tout petit peu avant-gardiste en se disant, ben voilà, au final, pour moi ça fait du sens. Si vraiment on a lancé notre marque en 2020, bah, pour moi on avait cette responsabilité aussi en 2020 d'apporter quelque chose de complètement différent. Avec d'autres valeurs. Alors c'est sûr qu'il y a des gens que ça va choquer le terme 100% recyclé, dans le luxe, hein, je dis bien, mais pour nous c'est un gage justement d'avenir. On parle même du nouvel or du Jura, ça c'est un peu le petit jeu de mots, puisque derrière quand même on revalorise, il y a une plus-value, hein, ça nous coûte quelque chose aussi de créer, de mettre en place ce réseau, et donc justement on le valorise en fait.
C'est ça, c'est de revaloriser ces déchets. Et, euh, et peut-être le deuxième point, c'est l'héritage aussi des marques présentes sur le marché. Euh, Nous, aujourd'hui, on peut peut-être se permettre ça. Est-ce que d'autres marques le peuvent? Ça, c'est aussi la question. Je pense que c'est compliqué. Il y a différentes collections, il y a différentes thématiques dans l'horlogerie, du luxe, que ce soit l'aviation, que ce soit l'automobile. C'est compliqué de le faire, voilà, de le mettre en connexion avec cette thématique du recyclage. Et du coup, on parle un petit peu de concurrence quand même, mais vu que vous vous démarquez, euh, est-ce qu'il y a aussi des fois une question marketing, question communication? Est-ce que vous arrivez du coup à trouver votre place en fait sur ce marché, à faire porter votre voix? Oui, alors je pense bon, on l'a vu, hein, je pense maintenant on s'est lancé en décembre 2020, 1er décembre. On a vraiment eu une belle médiatisation, donc on est très content vraiment, je pense déjà du retour de notre communauté. C'était vraiment, je pourrais parler plus en détail de notre phase de lancement, mais on avait commencé en septembre 2020, justement avec une phase un peu de teasing, justement avant le lancement de la marque. Donc c'est vraiment quelque chose de réfléchi avec le crowdfunding à la fin. Aujourd'hui, je pense qu'on est une nouvelle identité dans l'industrie. D'où le terme ID Genève. En fait, le ID vient vraiment du terme identité. Aujourd'hui, vraiment, on a certaines missions, et une des missions, clairement, c'est d'influencer aussi l'industrie. Alors, très humblement aujourd'hui, parce qu'on a fait 300 montres, et puis bon, on va partir sur la prochaine production de 1000 montres, mais voilà, on se lance et on voit déjà des répercussions, en tout cas dans l'industrie. On voit vraiment des cellules chez des fournisseurs qui se créent pour analyser en tout cas vraiment l'impact des différents matériaux. On voit vraiment des choses qui bougent et ça nous fait plaisir déjà. Ça nous fait vraiment très plaisir justement au vu de notre mission. Et d'ailleurs, tu parlais de fonderie, et tu disais par exemple qu'à Moudon il n'y en avait plus. Est-ce que du coup ça serait aussi un objectif de s'implanter encore un peu plus localement, par exemple de réinvestir dans une fonderie, ou qu'est-ce que tu prévoirais d'entreprendre pour pouvoir encore plus impliquer ton entreprise dans l'économie circulaire? Alors je pense qu'il y a un mot pour moi là, c'est la cohérence. Est-ce que c'est cohérent au final d'avoir une fonderie industrielle d'acier inoxydable en Suisse? Moi aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que oui, il faut absolument remettons les fonderies à Moudon avec une bannière comme ça. Non, non, je pense pas que c'est le but de notre projet, hein. Je pense l'idée par contre, c'est juste une cohérence. Ce calcul d'empreinte carbone qu'on fait à travers Quantis, pour nous, c'est vraiment juste voilà, de dire est-ce qu'on va dans une bonne direction. On a différents projets pour le futur, avec notamment peut-être une possibilité de four solaire en Suisse pour pouvoir refondre justement ces copeaux d'acier. Alors, on est en train de regarder différentes options, mais pour nous, à l'heure actuelle, c'est vraiment d'être comment être sûr justement qu'on va dans la bonne direction, en tout cas dans toutes les initiatives qu'on prend sur notre produit ou sur les services du produit. Ça on pourra en discuter aussi. Après, ça, c'est les joies de l'entrepreneuriat, se lancer, essayer de nouvelles choses, voir si ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez entrepris chez ID Genève, que tu as entrepris mais avec tes cofondateurs, que tu aurais aimé refaire, faire autrement, tes plus belles réussites aussi? Très bonne question. Je pense que jusqu'à maintenant, on a beaucoup de choses qui nous sourient. Donc là, je ne changerai pas grand-chose à notre lancement, peut-être. On a vraiment eu voilà, alors, cette chance. On a eu le Covid qui est arrivé, cette pandémie. Ça nous a fait un tout petit peu repenser aussi notre lancement à un niveau plus local au final. Et j'ai récemment réalisé que ça, en fait, c'était notre plus grande force au final aujourd'hui, d'avoir lancé un produit sur un marché. Au final, pour l'instant, on est que présent en Suisse. Et pour l'instant, ça nous aide vraiment grandement. Ça nous a vraiment concentré notre énergie. Vraiment, on a concentré sur 3 villes, Genève, Lausanne et Zurich, principalement. Bien sûr, maintenant, on va s'internationaliser, mais voilà, c'est vraiment étape par étape, je pense que, et ça, peut-être, c'était justement un très bon timing pour nous, en tout cas en 2020. Et surtout de pouvoir du coup réfléchir, produire un produit amener un produit sur le marché du coup qui est prêt. Mais de ce fait, je pensais aussi,
tu n'as pas une formation dans l'horlogerie, même si un de tes cofondateurs avait un background avec le design et l'horlogerie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as l'impression dans ton parcours que tu aurais aimé améliorer pour pouvoir être encore plus près dans cette aventure à Eddie Genève? Je pense que si on attend d'être prêt, ben on lance jamais. J'ai envie de dire, c'est quelque chose de. Voilà, c'est un peu paradoxal vraiment de se dire est-ce qu'on est vraiment prêt. Alors moi, à des moments, je l'ai senti, après je me suis dit non, il faut que j'aille travailler un peu dans le corporate, me faire une expérience. Alors cette expérience m'aide vraiment tous les jours. Hein. Ça me crédibilise aussi, hein, vraiment d'avoir travaillé 4 ans à la fin de mes études pour une grosse société. Je pense que c'est toujours quelque chose qu'on a après à disposition. On a géré des projets, on sait vraiment voilà, une gestion de projet efficace. On a des outils, on a travaillé vraiment dans des industries dynamiques. Mais aujourd'hui, je pense que paradoxalement aussi, c'est vraiment mon plus grand avantage, c'est d'avoir très peu travaillé dans l'industrie horlogère. Dans le sens où j'ai travaillé dans une industrie qu'on caractérise comme FMCG, donc Fast Moving Consumer Goods, où la vie d'un produit est beaucoup plus rapide qu'une montre, par exemple. Donc c'est vraiment des campagnes sur campagnes constamment. Alors que là, sur le produit horloger, vraiment, moi j'ai une autre approche. C'est aussi une approche de passion, hein, j'ai envie de dire. C'est quelque chose où voilà, moi j'ai posé des vacances pour aller travailler à Baselworld. Pour aller rencontrer justement cette industrie chaque année. Donc voilà, c'est un projet aussi de longue haleine, j'ai envie de dire, où on a pris notre temps aussi, donc de construire étape par étape ce projet. Donc un projet mûrement réfléchi, et du coup, mûrement réfléchi jusqu'au financement. Exactement, alors un financement circulaire, comme j'aime le dire. Donc c'est un financement participatif qu'on a lancé le 1er décembre sur la plateforme suisse We Make It. Alors il y avait vraiment beaucoup de discussions au sein de l'équipe. Est-ce qu'on utilise Kickstarter qui est vraiment connu dans le monde entier? Ils sont basés à New York. Voilà, pour nous c'était vraiment aussi l'opportunité de discuter avec We Make It qui est basé à Zurich, de rencontrer sa responsable suisse romande, voilà, en fait, d'avoir ces valeurs humaines, hein, ce contact humain qui nous anime en fait tous les jours. On a vraiment envie de construire des entreprises humaines en 2020-2021. Ça, c'était vraiment une différence. Donc, on a choisi We Make It, on a lancé donc, le 1er décembre. En moins de 48 heures, on avait justement atteint l'objectif de 100%. Alors, ça, c'était vraiment une très très belle surprise pour nous. Donc, c'était 150 000 francs. Et au final, dans la campagne, on a pré-vendu pour à peu près 315 000 francs de montres en fait. Donc voilà, c'était des contreparties, c'était des montres qu'on a lancées. À l'heure actuelle, ça nous a permis d'entrer en production sur notre première collection de 300 pièces. Et on est toujours, alors on a toujours quelques montres encore disponibles sur la pré-vente. Voilà, on arrive maintenant sur la fin et on va vendre le tout avant même de recevoir les 300 montres. Donc ça c'est quelque chose pour nous qui est incroyable parce que ça répond aussi à une démarche circulaire. Comme je t'expliquais avant qu'on tourne, c'était vraiment pour nous dans une optique circulaire qu'on l'a fait aussi de produire quelque chose que les gens veulent au final. Hein. C'est vraiment de ne pas produire quelque chose qui va finir dans un stock qu'on va vraiment laisser à l'abandon. Donc voilà, ça mitige aussi, bien sûr, aussi les risques financiers. Et si on peut du coup aller sur une dernière petite question avant les questions du public, des conseils aux étudiants qui veulent se lancer de ta propre expérience? Là, je regarde la caméra avec les mains de Steve Jobs et je vous dis, n'achetez pas de smartwatch. Là, c'est mon petit clin d'œil pour les porteurs de smartwatch ce soir. Non, alors moi je suis vraiment quelqu'un, rester authentique, je pense que ça c'est clairement une force, hein, vraiment qu'on sous-estime, vraiment cette authenticité, vraiment respectez vos valeurs, faites quelque chose qui est vraiment en lien avec vos valeurs, vraiment mais les plus profondes, vraiment celles qui sont vraiment dans la moelle, comme je dis. Et ensuite, peut-être le deuxième conseil, c'est vraiment aussi cette curiosité. On parle de label aujourd'hui, poser des questions vraiment à ces acteurs-là, à ces entrepreneurs sur leur label. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces labels qui les différencie un peu et puis vous verrez justement quand on gratte, on obtient vite des informations et je pense qu'on est
voilà, vous êtes aussi la nouvelle génération qui doit se poser ces questions envers ces labels. Merci, je vais voir s'il y a des questions du public. J'ai une question concernant. Enfin, en fait, du coup, pour faire référence à ce que tu disais au début, et ensuite, tu as vu un truc un peu contraire. Vous avez pris 1 an de discussion avant de lancer le projet ID Genève. En 1 an de discussion, comment est-ce que tu fais pour ne pas perdre un petit peu le sens? Parce que discuter, et pendant 1 an avant de passer à l'action, alors que juste après tu dis ouais, il faut passer à l'action tout de suite. Comment est-ce que tu résistes à ça et que tu arrives quand même à sortir avec une idée sans te démotiver? C'est une très bonne question et là je remercie mes cofondateurs. Parce que tu as raison, tu mets le point vraiment sur quelque chose. La motivation d'entrepreneur, c'est dur hein, tous les jours de se dire voilà, je crée une marque de montres. Moi j'ai plusieurs réflexions aussi d'amis à moi qui me disaient elle est où ta montre, ça fait un moment que tu travailles dessus, c'est quand qu'on la voit. Je pense que les gens sous-estiment vraiment tout le travail qu'il y a derrière vraiment de créer ce fil rouge. Alors nous on a vraiment procédé par étapes, on s'est vraiment concentré à créer ce fil rouge, créer cet ADN fort, je dirais vraiment long terme, qui nous permet aujourd'hui d'exister. Alors si tu me poses la question est-ce que dans 5 ans comment est-ce qu'on va être? Moi, je te dis, je ne sais pas, mais ce fil rouge, il va toujours être là, en fait. Et parce qu'on a travaillé vraiment cette base-là pendant 1 an. Alors, maintenant, il y a des choix à faire. Il y a vraiment des choix à faire. Il y a des positionnements à prendre. Et ça, il faut avancer là-dessus. Il faut clairement avancer. Il faut prendre des décisions, discuter dans une équipe. Nous, on a eu la chance vraiment d'être 2 très tôt à 100% sur le projet pour aller justement rencontrer les différentes personnes, prendre des décisions vraiment justement de positionnement et ça pour moi ça c'était vraiment un avantage, mais c'est vrai que 1 an ça paraît long mais aussi mais c'est court aussi au final quand on voit vraiment maintenant où on en est, c'est vrai qu'on est allé vite aussi, D'autant plus quand on part d'une idée et qu'on n'a rien, qu'on n'a pas forcément les contacts et qu'on ne sait pas non plus vers qui s'orienter. D'autres questions? Et pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans la création d'un produit, en particulier dans le domaine du luxe, que tu aurais des conseils à donner pour la création justement de cette chaîne de valeur et de cette chaîne d'approvisionnement surtout? Alors, je pense que dans le luxe, il y a peut-être 2 choses. Il y a cet aspect traditionnel, héritage. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Je pense que, alors, bien sûr, il faut arriver justement avec des nouvelles valeurs, une nouvelle vision un peu aussi, forcément du luxe, du terme luxe. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer et il a déjà évolué. Aujourd'hui, moi je parle à la nouvelle génération et je me rends compte souvent que ils ont de la peine à rentrer dans ces boutiques exclusives de la Bahnhofstrasse à Zurich. Alors ce week-end prochain par exemple, nous on va être dans un éco design shop à Zurich. Là, on a choisi vraiment complètement quelque chose d'autre chose parce que notre produit aujourd'hui nous le permet. Et c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver dans le luxe, dans le luxe durable, le luxe responsable. Et peut-être mon autre conseil, c'est vraiment redéfinissez pour vous justement ce terme de luxe avant même d'entreprendre quoi que ce soit. Vraiment, ça c'est quelque chose que chacun peut avoir une réflexion justement personnelle là-dessus. Moi, j'ai vu vraiment des choses dans le corporate. Je vous ai expliqué l'exemple avec cette Rolex. Désolé de prendre cet exemple et j'espère que vous ne prendrez pas ce quote là dans vos vidéos parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis. Mais voilà. On est en live déjà. Rolex, cette perception quand même, si tu n'as pas réussi ta vie, tu n'as pas une Rolex à X années, alors ce statut social, nous on a envie de le réinventer. Pour nous, c'est vraiment cet objectif-là. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses, que ce soit dans la joaillerie, dans l'hyper premium, dans la maroquinerie de luxe. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est de le faire avec beaucoup de motivation et de valeur personnelle. Je pense que ça, c'est... Peut-être aussi rendre l'accessible une certaine idée du luxe à un plus grand public, en fait. Sûr. Pas rendre ça totalement, comme tu le disais, exclusif, en fait. Exactement. D'autres questions? Le luxe, ça veut aussi surtout dire, comme tu dis, transmission de valeur. Il y a tout un marché de la revente, en particulier dans le domaine de l'horlogerie, avec des montres qui
prennent de la valeur au fil du temps. Comment est-ce que toi tu vois les produits d'ID Genève se positionner à ce niveau-là sur la prise de valeur et donc sur le marché des passionnés? Alors pour moi, je différencie deux choses. Alors, pour moi, c'est un objet émotionnel, donc c'est vraiment, ça peut être une montre que vous recevez à votre graduation. Et puis là, donc là, on change vraiment. Il y a plus l'aspect financier. Et moi, ce que j'appelle aussi l'effet un peu spéculatif. Alors nous, contrairement à d'autres marques, on veut pas rentrer là-dedans. Là, on se concentre et notre promesse, c'est vraiment sur le cycle de vie du produit. Et tous les services qu'on va proposer par la suite, donc on va lancer une plateforme digitale en juillet. Tous les services vont pouvoir justement augmenter ou alors étendre ce cycle de vie du produit. Alors comment déjà on a conçu la montre vraiment sous forme modulaire dans une idée justement de déconstruction. Alors avec un design qui sera aussi évolutif, on va vraiment proposer différentes choses. L'idée encore une fois, c'est pas de rentrer dans la gadgetisation ou le consumérisme, mais vraiment de proposer par exemple au next owner, donc le prochain propriétaire, de pouvoir se l'approprier. Donc ce pouvoir-là, vraiment, voilà, dans 5 ans, de se dire, bah, on va éviter une obsolescence du produit. Alors on parle d'Apple Watch, voilà. Aujourd'hui vous ne pouvez rien changer sur cette montre, peut-être mis à part le bracelet, mais nous on va proposer vraiment des services qui vont autour de ça, alors que ce soit un polissage de la montre, que ce soit un changement de la lunette, un changement des ajouts latéraux. Alors ici on a vraiment mis des ajouts latéraux qui sont démontables, on va changer de matière, de couleur, de forme, et le tout va donner un autre look à la montre. C'est vraiment l'idée de se dire bah, comment est-ce qu'on fait que cet objet de luxe puisse vivre ces différentes générations, et que peut-être votre enfant, voilà, le jour où il récupère une idée Genève, bah, il puisse dire bah, voilà, il peut se tourner vers nous, et nous on a cette responsabilité et cette promesse qu'on a prise au début voilà, on manufacture des montres qui sont circulaires, c'est-à-dire qu'à chaque moment la montre peut revenir vers nous, et puis on peut vraiment travailler sur le produit. Eh ben, merci beaucoup Nicolas. Je vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir. En tout cas, je remercie aussi les personnes qui nous ont suivis en live. Pour ceux qui nous ont suivis, retrouvez-nous également sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Top, merci beaucoup.